ensemble de où est la FCO dans vos fermes, comment ça se passe, avec un petit temps d'échange entre vous, et puis nous, on va vous présenter quelques données, et puis après prendre un plus gros temps sur les préconisations que Tristan peut nous donner, sur du coup des pratiques en élevage, et finir sur les aides qui existent, et sachant que tout n'est pas encore sorti pour la FCO. Alors, pour info, ce webinaire, il va être enregistré. Du coup, alors on verra pas vos têtes hein, sur l'enregistrement, mais l'idée, c'est qu'on puisse le diffuser après aux éleveurs qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Donc voilà, si jamais vous voulez intervenir, sachez que votre intervention sera enregistrée. Et si c'est possible de fermer vos micros du coup tout au long du webinaire, ça serait chouette pour une meilleure compréhension pour tous. Si vous voulez intervenir, poser des questions, merci de lever la main, ça sera facilitant pour nous. Ou bien vous pouvez aussi écrire vos questions dans le chat et on les relèvera au fur et à mesure. Et puis il y aura aussi des temps d'échange qui seront dédiés à chaque point. Et puis si vous pouvez couper vos caméras, ça permet que l'Internet fonctionne mieux. Et ben, du coup, on va démarrer. Est-ce que Lucille, tu peux lancer l'enregistrement, s'il te plaît? C'est déjà fait. Tu gères. Du coup, si tu veux, ouais, on peut passer à la suite. Donc, bonjour à tous, je me représente très rapidement, Lucille Lutin de Bio-de-France. Moi, je suis conseillère sur Nord-Pas-de-Calais, sauf la Vénois, parce que on a une personne qui est dédiée sur la Vénois, et je suis référente chèvre sur les Hauts-de-France. Moi, je vais commencer par vous faire un rapide état des lieux du coup de la FCO. Donc, quelques notions de base. Déjà, la FCO, c'est la fièvre catarrhale ovine. Donc, c'est une maladie virale vectorielle parce qu'elle est transmise par le moucheron qui s'appelle le culicoïde et elle est originaire d'Afrique. Euh, le virus, il a différents sérotypes, au total 36. Ceux qui sont présents en France sont le 3, le 4 et le 8. Donc le 3 est plutôt sur la moitié nord, on va dire, et le 4 et le 8 sur la moitié sud, bien que on verra sur les cartos que ça bouge un petit peu. Le 3 est présent en Belgique également. Il y a le sérotype 1 qui est arrivé en Espagne et enfin le 12 aux Pays-Bas. Et ensuite, il y a aussi la maladie hémorragique épizootique, donc la MHE, qui est présente aussi en France et qui a des symptômes communs à la FCO. Et juste pour rappel, il n'y a aucun traitement curatif qui existe sur la FCO. Du coup, quelques caractéristiques sur le dit moucheron culicoïde, donc celui qui transmet la FCO. C'est un insecte diptère, du coup, de la famille des Ceratopogonidae, très dur à dire. Donc, c'est un moucheron qui fait une petite taille, hein, 1 à 3 mm, donc concrètement, pour le voir, faut avoir d'excellents yeux. Euh, c'est un moucheron qui peut voler sur 2 km par jour et se faire transporter par le vent sur 100 km. La reproduction, elle se fait dans les eaux stagnantes, dans des fumiers propices. Donc, par exemple, sur notre région, on a beaucoup de zones humides, des zones de marais, des marécages, on a des endroits quand même assez frais aussi. Donc, du coup, ce qui fait que aussi dans notre région, ça se reproduit vite aussi. Les zones de piquage pour les animaux, donc il va préférer piquer les animaux sur des zones où la peau est fine et humide, et chaude aussi du coup. Donc, ça va être sur la tête, sur la mamelle, sur les testicules pour les mâles. Ça va être près des zones, près de l'anus, près de la vulve, etc. Enfin, entre les, en dessous des, comment dire, au niveau du poitrail, etc. Enfin, des zones du coup où forcément il y a de la chaleur et de l'humidité. Et du coup, ce qui fait aussi, c'est
qu'il y a des zones où forcément chaleur et humidité c'est favorisé, donc ça va être les marécages, les tourbières, la matière organique qui va être en décomposition, on peut le retrouver dans des tas de fumier, etc. Et du coup, le développement est actif dès que bah, la température elle est supérieure à 15 degrés. Voilà, Lorraine. Et du coup, en bas, là, vous avez deux petites photos de à quoi ça ressemble. Alors, forcément, c'est zoomé puisque il fait pas plus de 3 millimètres. Donc, et voilà. Donc, les caractéristiques du moucheron, toujours. Donc, c'est le culicoïde, en fait, il peut être vecteur de plusieurs maladies, pas seulement la fièvre catarrhale ovine, mais aussi la maladie de Schmallenberg et aussi la MHE, qu'on rencontre du coup aussi sur le territoire français. Donc le moucheron, le moucheron, il va se contaminer en piquant l'animal qui est porteur du virus. Et du coup, ça va passer aussi la barrière intestinale du glucoïde qui va se multiplier, puis du coup se retrouver dans les enzymes de la salive. Et une fois infecté, en fait, le moucheron, il restera infecté toute sa vie. Enfin, il sera plus jamais sain, on va dire. Et lors de la piqûre qui fera sur l'animal, il aura juste à le piquer pour que l'animal soit infecté. Voilà. Tu peux passer, Laurent. Encore une fois. Parfait. Du coup, on a fait un petit recensement des cartographies du coup de la propagation de la FCO et de la MHE. Donc, pour vous donner quelques informations, on a déjà eu des épisodes de FCO. C'est pas la première année où on en a. On en a eu il y a très peu de temps, dans les années 2017-2018, je dirais. Et du coup, ça a commencé à se manifester chez nous avec la présence du sérotype 4 et 8 sur le territoire et ensuite de la MHE. Et du coup, c'est arrivé sur le mois de février 2024, mais à la base plutôt dans le sud du département et sur la partie est de la France, pardon, j'ai dit du département, je veux dire de la France, et du coup sur la partie est aussi, et un peu sur la Corse. Et nous, finalement, le sérotype 3, on a commencé à avoir des symptômes sur la fin du mois de juillet, et le premier cas a été recensé début août, le 5 août, si mes souvenirs sont bons. Et c'est du coup développé sur tout le territoire au fur et à mesure en prenant les Hauts-de-France, puisque la maladie, on l'a aussi reçue beaucoup de la part des Pays-Bas, de la Belgique pour notre part, et qui s'est propagée petit à petit sur les différents départements adjacents aux Hauts-de-France. Tu peux passer, Lorraine. Ah bah si, regarde. Hop, donc tu fais microphone, caméra. Non, sur désactiver. Euh, Et donc du coup, la maladie a gagné petit à petit la moitié nord de la France, parfois en se mélangeant aussi à d'autres sérotypes qui sont très différents. Euh, hop. Et donc du coup, pour aujourd'hui, tu peux passer, Lorraine. Pour aujourd'hui, vraiment toucher toute la moitié nord et avoir hop, et avoir du coup des régions, des départements où on retrouve des mélanges, où on a à la fois un sérotype, un autre, potentiellement aussi la MHE. Donc voilà, ça s'est vraiment diffusé et propagé finalement assez vite, puisque le premier cas a été évalué en début août réellement, et pour aujourd'hui, au 30 octobre, on est aux alentours de 6600 cas enfin 6600 foyers, pardon, sur la France. Voilà pour
la partie état des lieux. Lorraine, tu peux passer. Bah voilà, du coup, ça, c'est un peu le. Tu peux remettre en arrière, du coup, si tu veux, Lorraine, sur les foyers. Du coup, au 5 août, c'était le premier cas et on a eu une évolution. Enfin, quand on voit au 29 août, au 19 septembre, enfin, ça a, déjà du 19 septembre au 24 octobre, ça a doublé, voire doublé, un peu plus que doublé même. Donc, la virulence est assez importante. Tu peux passer, du coup. Donc, on est aussi un petit peu en contact avec les collègues de Belgique, à qui j'ai demandé aussi quelques informations pour être bien au fait sur ce qui se passait aussi dans les territoires voisins. Donc, eux, aujourd'hui, le sérotype est 3 et c'est le seul sérotype qu'ils ont sur le territoire. Il est vraiment partout. Et au niveau de la mortalité, il faut savoir que sur le cheptel ovin belge, ça concerne quand même entre 12 et 15%. Et pour le cheptel bovin, on est à 1,5% du cheptel. Euh, Ils organisent régulièrement des réunions avec des syndicats, des vétérinaires, politique, administration, etc. pour discuter de ces sujets-là. Et aussi, on le verra un peu plus tard, mettre en place des aides, tout comme nous, on a, pour essayer de, en tout cas, de soulager les paysans et paysannes de ce problème-là. Je ne dis pas l'effacer parce que ce serait un grand mot, mais en tout cas, essayer d'avoir une aide. Les symptômes qui sont beaucoup constatés, en tout cas en Belgique, c'est évidemment de la mortalité, avec des pourcentages quand même assez élevés, des avortements, des retours en chaleur aussi, de la perte de fertilité, surtout eux, c'est beaucoup chez les béliers. Et après, ils ont des symptômes persistants, c'est-à-dire symptômes persistants, c'est malgré la vaccination et la période 3 semaines après la deuxième dose, ils ont des symptômes qui reviennent. Du coup, voilà. Et après, ils ont aussi une baisse générale de la production, que ce soit en lait avec une baisse de litrage, mais aussi euh, de comment dire, de la qualité qui est pas bonne parce qu'on a une augmentation du taux cellulaire qui est très très important, quoi. Voilà. On reviendra aussi un peu plus en détail pour nous en France, mais tu peux passer du coup pour ça, Lorraine. Je sais pas, Tristan, si tu veux prendre cette partie. Ouais, je peux m'en occuper. Ouais, ça Donc, marche. bonjour ok. Donc, bonjour à tous. Donc, concernant les symptômes observés au niveau de la FCO, il faut déjà savoir que certains animaux sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils sont porteurs du virus, mais qui vont présenter aucun symptôme. Ça, c'est essentiellement chez les bovins. Chez les moutons, c'est plus rare, parce que généralement, quand ils chopent le virus, ils expriment la maladie. Donc ça, c'est important à savoir parce que notamment lorsque si vous devez envoyer des bêtes vers la zone indemne ou exporter, parfois on peut vous demander des prises de sang, rechercher des PCR, donc voir si les animaux ne sont pas porteurs. Et là, on trouve un certain nombre d'animaux qui sont porteurs mais qui n'ont aucun symptôme. Donc ça, il ne faut pas vous étonner à ce niveau-là. Alors, ceux qui développent des symptômes, ces symptômes, ils sont multiples, on va les voir après, et variables. Quand je dis variables, c'est-à-dire que d'une exploitation à l'autre, on n'aura pas les mêmes symptômes. Donc, certaines fermes n'auront que 2 ou 3 types de symptômes. Chez le voisin, ce seront des autres, et c'est vraiment variable d'une ferme à l'autre. Donc, les symptômes observés, donc, c'est essentiellement donc, chez le bovin et les ovins. Les chèvres, au début, les Hollandais ils nous disaient qu'il n'y avait aucun symptôme chez les chèvres. Alors, maintenant, ils commencent à avoir quelques troupeaux avec des symptômes qui apparaissent en Hollande. Ça, c'est les échos qu'on a eus il y a un mois. J'en sais pas plus, mais donc, apparemment, ça commence à apparaître un peu chez les chèvres. Mais bon, ici, dans les Hauts-de-France, des gros élevages de chèvres, on n'en a pas tellement, donc j'ai pas de retour à ce sujet-là.
Concernant les bovins, donc la première chose, c'est l'hyperthermie. Donc, montée en température. Vous avez des animaux qui commencent à monter à des 40, 41, 41,5, déjà eu. Avec les symptômes les plus classiques, c'est des lésions des croûtes au niveau du mufle et des lésions au niveau de la bouche. Sur les diaphragmes, il y a des photos. Hein. Et tout ça, c'est accompagné avec des écoulements au niveau des naseaux. Ça, c'est vraiment les symptômes un peu classiques de la FCO de base. On a des animaux qui présentent uniquement ces symptômes-là, sans trop de température et qui vivent très bien, quoi, très bien, qui ne sont pas trop choqués par la maladie. Là où ça commence à se compliquer, c'est quand on a des plaies, des croûtes qui apparaissent au niveau des tréons, surtout en vache laitière. Parce qu'à ce moment-là, on peut avoir des douleurs au moment de la traite, des apparitions de mammites, montée cellulaire, évidemment. Ensuite, on a des animaux qui expriment simplement par boiterie. Ces boiteries peuvent être accompagnées de gonflements des membres ou même des membres qui ne sont pas du tout gonflés et où on a des bêtes qui boitent. Et des boiteries un peu typiques où les bêtes on a l'impression que les membres sont complètement raides et comme si elles marchaient sur des œufs. Et il y a des bovins qui ne présentent que ça comme symptomatologie. Et généralement, avec les anti-inflammatoires, ça passe assez bien. Alors, ce qu'on a observé dans un deuxième temps, c'est pas mal d'avortements ou des mises bas prématurées des vaches qui vélaient avec 15 jours, 3 semaines avant terme. Donc ça, et derrière, des problèmes évidemment de métrite. Et on commence seulement ces animaux-là à essayer de les remplir, à les réassiminer, et on va voir ce que ça va donner. Savoir que, notamment quand on avait les vélages, les mises bas prématurées, il y a une partie des veaux qui naissaient porteurs de la maladie. Parce que le virus sait passer la barrière placentaire. Donc le veau peut être contaminé pendant la gestation. Et on a eu des veaux qui naissaient avec des yeux complètement rouges. On a l'impression qu'ils sortaient de la tête, quoi. On a même des veaux qui ont eu des voiles blancs au niveau des yeux, qu'on pouvait parfois avoir avec le PVD. Alors, ces veaux-là, certains ne survivaient pas, et ceux qui survivaient, généralement, ils récupèrent. Mais c'est long, très long. Et on avait même des veaux qui montaient en température. Et là, même avec des antiinflammatoires, on n'arrivait pas à les faire baisser. Et des veaux qui montaient à des 40, 41,5, on a vu. Et généralement, ceux qu'on n'arrivait pas à réguler comme ça se finissait mal, quoi. Ça finit à l'équarrissage. Alors, dans les bovins, on va dire adultes, je veux dire la phase ultime, ce serait des vaches qui présentent des dyspnées, donc des difficultés respiratoires, avec apparition d'œdème au niveau bronchite et pulmonaire. Et moi, toutes les bêtes que j'ai vues arriver à ce stade-là finissaient par mourir. On n'arrivait pas à les récupérer. Heureusement, ce n'est pas fréquent. On en a eu quelques-unes au niveau de la clientèle. Et donc, le symptôme ultime, c'est la mortalité au niveau des bovins. Alors ça, c'est si on prend un individu seul, mais si on regarde au niveau du troupeau, baisse de production laitière, ça c'est sûr, jusqu'à 40% de baisse dans certains troupeaux en une semaine. Augmentation des taux cellulaires. Et évidemment, vu les problèmes d'avortement et mise bas prématurée, on va avoir des problèmes de fertilité et tout ce qui a été inséminé fin juillet et mois d'août, qu'on est en train d'échographier maintenant, nous autres, on est à quelque chose comme 20% de taux de fécondité. Donc nettement inférieur à la norme. Donc ça, il faudra en tenir compte dans la gestion de vos troupeaux pour l'année prochaine. Chez les ovins, au niveau symptômes, c'est un peu similaire. Donc, on aura toujours une hyperthermie, une augmentation de la température. Alors, ce qui est encore plus typique chez les ovins que chez les bovins, c'est une apathie. Vous arrivez, vous avez des moutons qui sont couchés dans les prairies, qui ne bougent plus, on arrive à les approcher. Généralement, des moutons qu'on n'arrive pas à attraper facilement en prairie, et là, on mettait la main dessus sans problème.
Bon, pour les soigner, évidemment, ça nous facilitait la vie, mais c'est pas très, très bon pour les moutons qui présentaient ça. Ils présentent une œdème de la face. Vous avez clairement la tête qui gonfle, avec des lésions, des croûtes au niveau des naseaux, comme les bovins, avec un écoulement. Aussi des lésions dans la bouche. De nouveau, des boiteries, comme chez le bovin, avec des moutons assez raides. Alors, avortement, mise bas prématuré, j'ai mis entre parenthèses, parce que pour l'instant, la saison de repos va seulement démarrer chez le mouton, donc chez nous, sauf si on a des troupeaux qui ont des saisons. Mais la période classique, donc on est en train de mettre les béliers avec les brebis là, depuis un mois. Donc on va voir ce que ça va donner au niveau avortement mise bas, prématuré, que ce soit en cheptel vacciné ou non vacciné. Donc ça, pour l'instant, on n'a pas de retour de ce côté-là. On verra bien. Par contre, au niveau mortalité, ça cogne beaucoup plus qu'en bovin. On a beaucoup plus de mortalité que chez le bovin. En troupeau laitier, ovin, de nouveau, baisse de production, ça n'a pas de problème. Et il y aura baisse de fertilité qui peut venir des brebis qui ont été malades, mais également des béliers. Parce que les béliers qui font la fièvre catarrhale, donc font un pic d'hyperthermie, et la spermatogenèse est complètement modifiée. Et d'après les échos qu'on a venant de Belgique, les béliers restent infertiles pendant 2 mois plus ou moins. Apparemment, ils récupèrent la fertilité au bout de 2 mois. C'est les premiers échos qu'on a qui venant de Belgique. Vu qu'ils ont été impactés avant nous, ils ont commencé à faire des tests sur les béliers avant nous. Savoir que pour l'instant, il est possible de faire tester vos béliers dans les Hauts-de-France. Il y a toute une campagne qui a été mise en place à ce niveau-là. Voilà. Juste, Tristan, excuse-moi de te couper. J'ai vu que Jérémy avait une question. Si tu Oui. veux prendre la parole, Jérémy, et la poser, n'hésite pas. Ok. Ben, si jamais la question, elle peut être posée aussi dans le chat, il y a pas de problème, hein. Et juste, je voulais rebondir sur la partie caprine, parce que moi, je m'occupe de la filière longue en caprin, et du coup, on a des élevages allant de 120 à 800 chèvres. Et d'ailleurs, Gladys, si tu es là et que tu veux parler un peu de ce que toi, tu as comme symptômes chez toi, mais le retour qu'on m'a fait de manière plus générale sur Chef, c'était plutôt une baisse de la production laitière avec un taux cellulaire qui augmente, et des animaux qui ont une attitude plutôt, ils sont assez, enfin, ils sont plutôt faibles, mais ils restent, comment dire, vigoureux, mais on sent qu'il y a de l'affaiblissement dans le troupeau, quoi. Je sais pas, Gladys, si tu veux argumenter. Tu m'entends? Ouais, ouais, ouais. Bon, tu m'entends? Eh bien, écoute, moi, enfin, bonjour à tout le monde. Moi, pour mon troupeau ici, on a fait beaucoup de préventifs. Effectivement, j'ai eu une baisse de lait, mais je pense que j'arrive aussi à 2 mois et demi de gestation. Donc, je pense que c'est normal, la baisse de lait. Le troupeau est très calme. Et par contre, une chose que j'ai remarqué aux dernières analyses, c'est que le taux cellulaire est vraiment très élevé. J'ai jamais été aussi élevée que ça depuis que je suis mis en route dans l'élevage de chèvres. En fait. Après, bon, c'est vrai que j'ai quand même l'année dernière, j'ai travaillé qu'avec des chevrettes. Cette année, moi, j'ai des chèvres dedans. Euh, Peut-être que c'est normal. J'ai pas beaucoup de recul après dans mes taux cellulaires, mais j'avoue que là, dernière analyse, j'étais à 1,3 million de cellules. Ok, Donc voilà. ok. Merci Gladys pour ton intervention. Je te laisse refermer le micro, et je relaisse la parole à Tristan du coup. Merci beaucoup. Ok.
peux passer à la dia suivante parce qu'il y a des photos là, ça c'est intéressant. Donc, quand je vous parlais d'œdème de la face au niveau du mouton, on voit la diapo en haut à droite. C'est pas moi qui ai la souris, hein, donc. Là, là c'est vraiment typique de ce qu'on rencontre chez le mouton. Vraiment la tête hyper gonflée avec troubles de problèmes respiratoires parce que c'est gonflé au niveau des naseaux, écoulement au niveau des naseaux. Et quand on parle de lésions au niveau buccal, on voit ici, notamment, il y a des ulcères au niveau de la langue, au niveau du bourrelet gingival, il y a ça, et ce qu'on retrouve également chez le bovin. Donc, une fois que les animaux ont ces lésions-là, évidemment, ces douleurs au moment de la phase d'alimentation et de rumination, donc automatiquement, ben, ils mangent moins, ils ruminent moins, et donc, toute la production qui chute aussi à cause de ça. Donc là, vous avez la lésion typique des croûtes au niveau du nez chez le bovin. Et puis là, les boiteries, mais ouais, ici, on a des membres gonflés, mais on peut tout à fait avoir des boiteries avec des membres complètement secs, tout fin. Voilà. Oui. Donc, tu peux passer. Est-ce que j'aurais bien aimé juste savoir si les éleveurs présents se retrouvent dans les symptômes évoqués ou est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent incohérentes ou cohérentes, des choses que vous voulez ajouter? Francis, je vois que tu lèves la main. Alors, bonjour, Coralie, pardon. Lorraine. C'est pas grave, on est là tous les deux. Alors, nous, dans les symptômes, on a des problèmes de boiterie. Enfin, nous, on retrouve un peu tous les symptômes, hein, mais nous, on a des problèmes de boiterie. Mais les pattes, ces pattes-là, on les a jamais vues, quoi. Elles gonflent pas comme ça. Non, on a vraiment des animaux qui boitent avec des membres secs, aussi, quand on dit secs, qui sont pas gonflés du tout, avec très raides, et ça peut durer de quelques jours à 10-15 jours. Ça, c'est fonction des Ah troupeaux. oui, nous, il y en a même où c'est 3 semaines, quoi. Et Ouais. par contre, énormément dans ces cas-là, des boiteries de devant. Oui, tout à fait. Et bon, nous, ce qui nous fait peur aussi, c'est par rapport à la baisse de la production laitière. Parce qu'en moyenne, on a perdu quasiment 5 kilos par vache pour la même période. Et des bêtes qui ont vélé, on va dire, février-mars, se tarir très précocement, quoi. Ouais. Ça, c'est sûr que c'est un fort impact sur la production, hein. Et après, d'un troupeau à l'autre, ça dépend. Moi, par exemple, ce matin, j'étais en visite dans une exploitation qui a été très impactée avec des pertes d'animaux, fortes baisses laitières. Et ici, il reprend vraiment vigueur, ça redémarre. Après, ça dépend, oui, du stade de lactation, hein, mais si elles sont trop avancées en stade de lactation, elles vont pas redémarrer, hein. Les fraîches vélées, elles ont l'air de vouloir redémarrer assez bien. Les fraîches vélées, là, nous, elles ont l'air de vouloir redémarrer, mais alors, on a fait des démarrages de lactation vraiment pas terribles du fait qu'elles avaient vélé 3 semaines avant, quoi. Ouais. Ouais, ça, c'est général. Et après, il faut dire aussi que la fièvre catarrhale, ça affaiblit les animaux, ça secoue le système immunitaire. Donc, automatiquement, vous avez toute autre pathologie qui peut venir se greffer dessus, hein. Profitez que le système immunitaire est affaibli, que l'animal est affaibli, hein. Nous, on a Et même la, eu des fermes où vous avez des boiteries à Mortellaro qui ont flambé à cause de la FCO, parce qu'on voyait que l'état général du troupeau était pas bon. Oui, j'ai coupé et, quelqu'un. et la petite question qu'on se posait, c'est que c'est pas qu'on se posait parce qu'on a le code sur l'exploitation, c'est des bêtes qui ont développé la FCO début août, que j'ai l'impression, qui refont une rechute. Est-ce que c'est possible ou pas? Mais c'est les fameux cas traînants dont parlait tout à l'heure Lucille. Alors, ça dépend. Vous avez vacciné ou pas? Oui, c'est vacciné, on est en totale immunité depuis 3 semaines. 3 semaines. Pour la petite histoire, 3 semaines après qu'on a fait la deuxième injection, on a une vache qui a avorté. Donc, est-ce que c'est dû au vaccin ou est-ce qu'elle était porteuse de la maladie qu'on a vacciné, qu'on a accéléré la chose, je ne sais pas. Mais cette vache-là,
pour moi, c'est peut-être une rechute de la FCO ou est-ce que c'est le vaccin qui l'a réactivé? Je ne sais pas. Je sais pas. 3 semaines après le vaccin, ça fait un peu loin pour que ce soit le vaccin. Mais Ouais. bon, c'est sûr que ce sont des vaccins sous ATU, autorisation temporaire d'utilisation. Donc, ils n'ont pas passé tous les tests. Bon, c'est des vaccins qui sont mis sur le marché en urgence, on va dire. Donc, on n'a pas toutes les données sur les effets secondaires des vaccins. Donc, 3 semaines, ça me semble beaucoup par rapport à la vaccination, à l'avortement. Mais bon, je ne peux pas certifier que c'est pas ça du tout, hein. Ça, c'est sûr. Bah, surtout que c'est 3 semaines, mais après la deuxième injection, quoi. Oui, oui. Donc, et c'est le même. Il y a des éleveurs qui me disaient ça a avorté quand j'ai vacciné. Mais voilà, est-ce que c'était déjà pas des vaches porteuses de la maladie au moment du vaccin ou est-ce que c'est lié au vaccin? Ça, je suis incapable de vous le dire, quoi. Bah, Donc, c'était le gros problème des vaches asymptomatiques, hein. À un moment donné, on a tout vacciné, quel que soit l'état des vaches. Bon, à part celles tout qui à fait. étaient couchées, on savait que. Mais sinon, les asymptomatiques, on a peut-être vacciné des bêtes malades, c'est clair. Ah oui, oui, ça c'est clair. De toute façon, partout, hein. Ça, c'est... De toute façon, les vaccins, on va en reparler après. Il y a des trucs sur le vaccin. Mais ça, c'était un souci, surtout. Bon, moi, je suis dans le secteur. Le premier cas a été découvert à 500 mètres de la clinique, hein. Donc, nous, on a été les premiers impactés. Donc, quand les vaccins sont arrivés, j'avais plus de 50% de clientèle qui était touchée. Donc, on a eu une grosse discussion à la clinique, savoir s'il fallait si on vaccinait tout ou pas. Et on a pris la décision de vacciner toutes les bêtes qui n'avaient pas des symptômes trop importants, qui n'étaient pas en hyperthermie et complètement secouées. Il fallait qu'on fasse des choix, là. Est-ce qu'il y a un autre éleveur qui veut partager son état des lieux de son troupeau? Sinon, on passe aux préconisations. Il y a Jérémy qui lève la main, donc tu peux prendre la parole. Oui, bonjour tout le monde. Dans mon cas, j'ai eu des cas. Ça n'a pas forcément eu d'impact pénalisant, parce que j'étais passé depuis le 15 août en monotraite, donc en nivolé, j'étais déjà bas, donc ça ne s'est pas vu. Par contre, j'ai eu une flambée des cellules début septembre. Ça montait et ça redescendait aussi vite. Après, j'en ai pas pu traiter une seule. J'ai pas fait de vaccination. J'ai eu un avortement, mais c'est dû à une autre pathologie et c'est tout. Après, les premiers vélages se sont très bien passés. Je n'y ai pas mis les mains. Les veaux sont nés seuls. Je n'ai pas eu de précocité dans les vélages. Enfin, normal, une année normale. Ils boivent tous. Ils sont en très bonne santé. Il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si c'est pas le cas de tout le monde apparemment. Ça montre Non, non. l'hétérogénéité, ouais. Ouais. Si vous voulez, bon, moi, j'ai parlé de ma clientèle, mais on est quasiment sûr que tous les troupeaux l'ont eu, mais on a des troupeaux où c'est passé quasiment sans que ça se voit, et on a des troupeaux où on a eu des mortalités avec des baisses de lait, etc., fort importantes. Donc tout le monde n'est pas, il n'y a pas égalité des exploitants face à la maladie, avec des fermes qui se trouvaient parfois à 1 kilomètre l'une de l'autre, hein. Donc il n'y avait pas de raison apparente. Par contre, on pouvait avoir des symptômes plus ou moins marqués en fonction pour les bêtes qui étaient en prairie, des prairies où elles étaient. Donc, on a eu des cheptels avec des prairies avec des forts symptômes et d'autres zones avec d'autres prairies où il n'y avait quasiment pas de symptômes. Donc là, on suppose que c'est avec une présence plus ou moins importante sur certains secteurs des culicoïdes et qui ferait qu'ils contaminaient de façon plus ou moins importante les bovins qui étaient dans ces prairies-là. C'est sûr. Et Tristan, j'ai entendu dire que les élevages bio étaient parfois plus impactés que les élevages conventionnels. Est-ce que tu l'as vu parmi ta clientèle? Euh, j'ai pas... Au début, c'est ce que je me disais. Puis après, avec le recul, en analysant, on a eu 2 troupeaux. Franchement, 2 troupeaux, et beaucoup de casses, de la mortalité, plusieurs mortalités sur les bovins. Un bio, alors c'est lui qui a eu les premiers, qui était le plus impacté en premier. Et deuxième, c'est un conventionnel pur, avec robot, intensif et tout. Et il a été aussi bien impacté. Donc,
Je ne vais pas dire ça, c'est automatiquement. La seule chose, la seule différence, je veux dire, à la limite, par rapport à un troupeau bio conventionnel, c'est qu'en conventionnel, à la limite, ils vont utiliser rapidement les antiparasitaires contre les insectes, contre les mouches. Donc, les gars qui avaient traité pas mal ont dû limiter l'impact de la maladie en limitant le nombre de piqûres de colicoïdes, l'effet des colicoïdes. Sachant que même les produits, on va dire, classiques, type versatrine, etc., à base de permétrine, deltamétrine, n'annoncent qu'une efficacité de 7 à 10 jours contre les colicoïdes, contre 4 à 6 semaines contre les mouches. Donc même ça, ce n'est pas la panacée. Donc ça, c'est sûr. Mais c'est la seule différence qui pourrait être entre les deux types de troupeaux. Pour moi, il y a plus ouais, l'état de santé, le niveau d'immunité des troupeaux qui ont dû jouer. Il y a ça et la pression d'infection. Je veux dire, vous avez la vache qui est piquée par un culicoïde porteur de virus, ça va inoculer un peu de virus, elle est piquée 100 fois avec des 100 culicoïdes avec plein de virus, il y aura une charge virale beaucoup plus importante à la base. Ça a dû jouer aussi. Pour moi, il y a un équilibre entre la charge virale qui a été injectée aux animaux et le système immunitaire. Après, ça n'engage que moi, c'est des réflexions que j'ai faites à partir des observations que j'ai faites sur le terrain. Ça marche. Bah, je propose qu'on passe à tes préconisations. Oui, Cécile. Oui, je voulais juste compléter le témoignage. En effet, hier, il y avait Anne, donc, qui est vétérinaire aussi dans le secteur, qui exprimait que d'après elle et d'après ses observations, c'est vraiment les animaux en baisse d'immunité, comme l'a dit aussi Tristan, qui vont vraiment exprimer le plus de symptômes. Donc, c'est en général les animaux les plus gros productifs ou producteurs sont un peu plus impactés, quoi. Et elle parlait, elle, par contre, sur les pattes, d'aller jusqu'à des amputations pour les animaux faibles. Voilà, les mortelleros n'arrivaient pas du tout à se soigner, par exemple. Voilà. C'est pour compléter le système immunitaire, là, on a eu, pendant des très vieilles vaches qui étaient au bout déjà loin, on veut dire, classiquement. Ça, c'est des vaches qui ont fort souffert. Vous voyez, c'est les vaches qui ont fait le village de trop, comme on dit, là, qu'on aurait déjà dû réformer l'année d'avant. Ces vaches-là, elles n'ont pas aimé du tout la FCO. Sur le terrain. Okay. Et juste, Tristan, moi j'ai une petite question. Est-ce que, vu que dans les systèmes bio, on a des animaux qui sont plus d'une mise bas, enfin, on a des animaux un peu plus vieux, est-ce que tu penses que ça peut aussi avoir un impact? Ça aurait pu, oui. Si on a vraiment des vieux animaux un peu limite niveau immunitaire, oui, ça oui. Notamment, notamment même sans faire des gros symptômes, hein, plus vite faire des montées cellulaires, etc. Ça oui. On passe peut-être aux préconisations? Oui. Bon. Voilà. Donc, on va vite lister les actions, puis après, on va en reprendre en détail 3. Donc, là, dès que vous avez des symptômes, ben, c'est prévenir votre vétérinaire et faire des prises de sang pour tester, pour que vous soyez confirmé que c'est la maladie. Et l'avantage, c'est que vous serez déclaré comme foyer. Parce que, bon, après les aides, moi, je ne suis pas au courant du tout de ce qui est en train de se préparer, mais s'il y a des aides, bon, vaut mieux être déclaré foyer que ne pas être déclaré du tout. Je ne sais pas ce que ça va donner à ce niveau-là. Mais il faut au moins, de toute façon, et les DDPP demandent à ce qu'on continue à prélever et déclarer les foyers pour qu'ils aient une cartographie, un état des lieux de la maladie. On en parlera plus en détail des aides après, mais par contre, ça, Ouais. c'est vrai, il faut absolument se déclarer comme foyer parce que c'est déterminant dans les aides. Alors, vu que c'est une maladie vectorielle, donc il y a besoin d'un vecteur pour être contaminé, ben, la première chose, c'est éviter d'être contaminé en luttant contre les vecteurs et les culicoïdes. Hein. Mais ça, on verra un petit peu après en détail. Ensuite, on vient d'en parler, il y a pas mal, c'est essayer de renforcer le système immunitaire au niveau du troupeau. Et alors, vu que c'est une maladie virale, on n'a pas de traitement curatif. Donc, contre les virus, c'est vacciner. C'est la chose la plus importante à faire.
Et après, en second, c'est contrôler tout ce qui est fertilité des mâles reproducteurs. Donc, j'avais déjà parlé tout à l'heure pour les béliers, on peut voir s'ils sont fertiles. Savoir que c'est possible aussi sur les taureaux, hein, les gens qui sont en monde naturel. Il est tout à fait possible de contrôler, faire un spermogramme au niveau des taureaux, hein. Alors, ce que je vous conseille fort, c'est au moins de refouiller toutes les bêtes. Parce que vu le taux d'avortement qu'on a, voir ce qui est corps plein, pas plein dans les bêtes, et soit de le faire maintenant ou avant de tarir, pour être sûr de ne pas tarir des bêtes vides. Alors ce matin, j'en ai retrouvé un éleveur qui est on est à un peu plus de 10% d'avortement. Et il y avait une bête qu'il n'avait pas vu avorter, et quand je l'ai fouillé, en réalité, c'était un veau momifié. Le veau était resté dans l'utérus, mais il est momifié, et puis la vache, elle est foutue, quoi, on n'arrive pas à le sortir. Donc ça, moi, je vous conseille vivement, c'est de faire un suivi, du suivi de fécondité, au moins de refouiller toutes les bêtes pour faire le point de ce qui est plein, vide, ce qui est avorté. Et puis vous tenir informé au maximum de tout ce qui se passe autour de la maladie. Donc on va continuer, on va voir pour notamment la lutte contre les vecteurs, là. Donc, attends, hop, tu peux faire défiler. Donc une des choses possibles, après c'est compliqué, bon, c'est des vœux, hein, ça. C'est l'activité principale des culicoïdes, c'est au moment du lever et du coucher du soleil. Donc, à partir du moment où les animaux ne sont pas dehors, à ce moment-là, on diminue les risques de contamination. Donc, les vaches laitières, à la limite, on peut encore se dire que ça correspond au moment des heures de traite. Mais pour les autres animaux, c'est quasi impossible à réaliser. Après, on dit de les rentrer, les culicoïdes sont essentiellement actifs à l'extérieur, mais ils peuvent quand même être un peu actifs dans les bâtiments. Moins, parce qu'on a beaucoup moins de soucis. Nous, on a quelques troupeaux hors sol qui sortent plus, et on a eu beaucoup moins de symptômes et de problèmes de repro dans ces troupeaux-là. Ça, on l'a vu. Alors, éviter tout ce qui est zone humide, avec des matières organiques en décomposition, où les culicoïdes aiment bien se reproduire. Donc, on dit tenir les animaux le plus éloignés possible et à la limite éviter que des zones de ce type-là se créent autour de l'exploitation et aux alentours de la ferme. C'est facile à dire, mais pas facile à réaliser, je suis tout à fait conscient. Alors, par contre, si chez vous, vous n'avez toujours pas de symptômes, après, bon, dans les Hauts-de-France, ça m'étonnerait qu'on ait encore des fermes qui n'aient pas eu le souci, c'est éviter d'acheter des animaux qui viennent de troupeaux où il y a des symptômes où on est sûr d'avoir la maladie. Parce que c'est la meilleure façon de l'attraper. Parce que sinon, vous pouvez, c'est dans une zone avec des culicoïdes qui sont très peu infectés. Si vous ramenez un animal avec une grosse charge virale, il va très vite contaminer les moucherons qu'il y a dans votre environnement, quoi. Alors, autre chose, c'est traiter aux antiparasitaires. Alors, je sais bien qu'en bio, on ne peut pas. Sauf quand moi, quand c'est arrivé, j'ai contacté EcoCert et ils ont dit que, vu que c'était en préventif d'une épidémie, ils nous donnaient l'autorisation de le faire. Mais je vous ai dit, dans les limites de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, les produits n'agissent que 7 à 10 jours contre les culicoïdes. Donc ça a quand même un effet limitant. Par contre, tout ce qui est traitement alternatif, les seaux à base d'ail, etc., faut continuer à en donner. Je ne sais pas si ça, moi, j'ai pas de retour, si ça a un effet vraiment sur les coïcoïdes, mais au pire, ça ne fera rien. Au mieux, on aura quand même un effet. Mais le traitement antiparasitaire n'est pas la panacée. Ça, c'est pour éviter la maladie. Ça, c'est sûr. Alors, isoler les animaux malades, ça, c'était au début de la maladie. Maintenant, vu qu'on en a un peu partout, ça devient un peu compliqué. Au début, ouais, c'est ce qu'on disait, les animaux malades, les rentrer pour éviter qu'ils contaminent les culicoïdes qui étaient à l'extérieur de façon plus importante, et puis éviter qu'on contamine nos animaux. Non, la maladie est tellement partout que c'est un peu compliqué. Ça, on l'a fait les premières semaines. On ne fait plus. On peut passer à la diapo suivante. Alors, renforcer le système immunitaire, bah, de toute façon,
Le premier médicament de la vache et des moutons, c'est son alimentation. Pour moi, quand on est en système bio, on a déjà une alimentation, je vais dire, adaptée aux bovins. Déjà plus que les systèmes conventionnels qui sont maïs, soja, pour simplifier, pour schématiser, où là, les animaux ont une alimentation moins adaptée à ce que devrait manger un herbivore. Un herbivore, ça mange de l'herbe et pas nécessairement du maïs. Donc, quand on a un système bio, on a déjà une alimentation plus adaptée. Par contre, ce qu'on peut plus vite avoir, c'est des carences en minéraux oligos. Euh, donc ça, il faut bien faire attention. Si vous n'apportez pas de minéraux ou d'oligos à vos animaux, là, on peut avoir un petit déséquilibre qui peut être présent et avoir un système immunitaire qui fonctionne moins bien. Alors, oui, faciliter l'accès à de l'eau, et j'ai mis propre pour pas avoir des eaux stagnantes, pour pas que les cricoïdes se développent, mais notamment si les animaux sont malades, qu'ils sont en hyperthermie, il faut qu'ils boivent pour compenser l'augmentation de température. C'est vraiment ces animaux qui boivent pas mal. Donc, il faut bien qu'ils aient de l'eau dans les bacs et puis faut faire attention. Et alors, faire attention au niveau parasitaire, mais parasites internes notamment, parce que les animaux qui seraient fort parasités, automatiquement, le système immunitaire va moins bien fonctionner. Et donc, ils seront plus sensibles à la SCO, ça c'est sûr. Alors ça, de nouveau, les traitements systématiques, bon, on n'en fait pas, mais si vous avez des doutes, il ne faut pas éviter de vous rapprocher de votre vétérinaire pour faire des copros pour voir où vous en êtes. On peut passer à la dia suivante. Alors ici, dans les vaccins, si vous avez des questions, vous les posez au fur et à mesure. J'espère pas trop vous perdre. Donc, les vaccins, maladies virales, ce que je disais tout à l'heure. La seule chose vraiment qui pouvait fonctionner, c'est vacciner. Donc, on stimule le système immunitaire de l'animal pour qu'il produise des anticorps contre la FCO. Donc, je suppose que tout le monde est au courant que l'État a pris en charge le coût des vaccins. Donc, on appelle ça le stock État, la réserve État, dans lequel on avait deux types de vaccins. Donc, vous avez, comme indiqué, le Bultavo 3 et le Bluvac 3. Le Bultavo 3, donc, c'était normalement prévu pour les moutons. Le gros avantage, c'est que chez les moutons, on faisait une seule injection. Il n'y avait pas de rappel à faire 3 semaines après. Donc, ça veut dire que l'immunité pouvait s'installer assez rapidement. Et par contre, le Bluvac 3, à la base, était réservé donc aux bovins. Par contre, là, nécessitant 2 injections à 3 semaines d'intervalle et une immunité complète 3 semaines après la deuxième injection. Donc tout ça, très rapidement, tous les Hauts-de-France ont eu accès à ces vaccins-là. La seule chose, c'est que l'état actuel des choses font que le Bultavo 3, il n'y a plus de stock État. Donc c'est plus disponible. Nous, les vétérinaires, on ne sait plus y accéder. La seule façon de encore en avoir, c'est par la voie commerciale, classique. Donc nous, on les commande au laboratoire, mais à ce moment-là, il faut les payer. Donc les seuls vaccins qui restent disponibles gratuitement, c'est le Bluvac 3, qu'on peut aussi utiliser chez les moutons. Et alors le problème, c'est que là, c'est 2 injections à 3 semaines d'intervalle au lieu du Bultavo 3, où c'était qu'une seule injection chez le mouton. Donc si vous n'avez pas encore vacciné vos moutons, si vous voulez bénéficier du stock État, vous serez obligé de travailler avec du Bluvac 3 avec 2 injections. Si vous voulez faire qu'une seule injection, vous pouvez avoir du Bultavo 3, mais à ce moment-là, c'est à commander chez votre vétérinaire qui commande directement au laboratoire, et là, vous allez devoir le payer. Vous n'aurez plus la gratuité de la vaccination. Alors, une subtilité qu'il y a entre les deux vaccins, c'est que le Bultavo, je vais simplifier, les vaccins, à la base, n'étaient là que pour diminuer l'effet des symptômes sur les animaux. En aucun cas, on nous avait annoncé que ça diminuait la virémie, donc le développement du virus dans les animaux. Donc, un animal vacciné peut attraper le virus de la fièvre catarrhale. Le virus va se développer en lui,
mais il fera pas de symptômes ou des symptômes beaucoup plus faibles. Par contre, il va rester contaminant pour les culicoïdes qui vont venir le piquer. Donc, c'était des vaccins qui n'avaient pas pour but de stopper le développement de la maladie dans toute la région. On diminuait juste les symptômes. Alors, depuis 15 jours, il y a juste une petite évolution. C'est le Bultavo 3 qui a été reconnu comme stoppant la virémie chez les bovins. Donc là, un bovin qui est vacciné contre le Bultavo 3 ne fera plus de virémie. Le virus n'arrivera plus à se développer chez lui. Donc, si vous voulez utiliser ce vaccin-là, de nouveau, il faudra le payer. La seule chose, c'est que pour l'instant, nous, tous les bovins des Hauts-de-France ont été vaccinés au Bluvac 3. Hein. Donc, tout avec possibilité de développement de la virémie. Le seul avantage d'utiliser le Bultavo 3 chez le bovin, on stoppe la virémie. Et ce vaccin-là, de ce fait-là, il est agréé si vous devez exporter des animaux. Donc, s'il y a des éleveurs qui sont producteurs de brouteurs qui partent vers l'Espagne ou l'Italie, si on les vaccine avec du Bultavo 3, normalement, ils pourront partir sans devoir faire de prise de sang, de PCR vers ces pays-là. C'est en discussion au niveau de l'Europe. Il y aurait donc, ça doit se décider dans les jours, les semaines qui viennent, que Espagne, Italie, peut-être même le Portugal, accepteraient des bovins vaccinés Bultavo 3 sans faire de prise de sang, sans demander de garantie de non-virémie sur les bovins. Par contre, tout ce qui a été vacciné au Bluvac 3, là, si on veut les exporter, il faut absolument passer par une analyse PCR qui doit être négative avant le départ des animaux. Sachant qu'il ne faut jamais faire la prise de sang PCR dans la semaine qui suit la vaccination. C'est ça, les laboratoires nous ont dit qu'ils pouvaient détecter des faibles traces de vaccin grâce au PCR. C'est des tests tellement sensibles qu'il y a des bêtes qui pourraient revenir faussement positifs FCO dans la semaine qui suit la vaccination. Ouais. Ça, c'est concernant la vaccination FCO. Donc, un petit mot concernant la MHE. Donc, la MHE, donc le vaccin vient d'arriver sur le marché aussi. Si vous voulez vacciner vos animaux contre la MHE, c'est possible, mais là, ce n'est pas pris en charge par l'État. Sauf si vous devrez le payer vous-même. Ça devrait passer par la voie commerciale classique. Parce que pour l'instant, le stock État sert juste à vacciner tous les animaux qui se trouvent dans une bande de 50 km à la limite de la zone d'infection de la MH. Je traverse la Nièvre et ça remonte vers la Bretagne, la Normandie, c'est une bande qui est en diagonale. Parce que le vaccin, justement, contre la MHE, certifie qu'il bloque la virémie. Donc le virus s'est plus développé chez les animaux. Donc l'idée, c'est au niveau du ministère, c'est de dire on fait à la limite de la zone où on a la MHE, on vaccine le maximum de bovins pour plus que la maladie puisse continuer à migrer vers le nord de la France. Donc tout va dépendre du taux de vaccination des bovins à ce niveau-là. Ils espèrent arriver à 80% des bovins vaccinés. On en est encore loin pour l'instant. Hein. Donc j'espère que ça va suffire pour pas qu'on ait la MHE cette année chez nous. Bon, la chose, c'est que les températures vont baisser, donc normalement les culicoïdes vont moins se développer, donc j'espère que la maladie arrivera moins vite chez nous. Alors concernant les vaccins, vous avez vu que nous, on a le sérotype 3, 4 et 8 en France, et on a la MHE. Donc dans l'idéal, ça serait de vacciner contre tout ça. La seule chose, c'est qu'on a des vaccins polyvalents 4 et 8, mais on n'a pas de vaccin qui fait 3, 4 et 8, notamment en FCO. Donc, on ne peut pas encore vous dire pour l'instant si on peut utiliser le vaccin, donc Bluvac 3 ou Bultavo 3, donc contre la FCO 3, en même temps, le même jour que le vaccin contre le 4 et le 8. Ça, c'est une discussion que vous devez avoir avec votre vétérinaire, et c'est décision à prendre ensemble. Les laboratoires ne nous disent pas qu'il ne faut pas le faire, mais ils ne nous disent pas qu'on peut le faire. Donc, ils s'en lavent les mains. C'est la propre décision du vétérinaire traitant de l'exploitation en discussion avec l'éleveur.
Par contre, le vaccin contre la MHE, le laboratoire lui-même nous a dit qu'il ne faut absolument pas le faire le même jour que les vaccins FCO. Parce que ce n'est pas du tout les mêmes excipients et on pourrait avoir des petits soucis à ce niveau-là. Donc, pour l'instant, la seule chose qu'on est sûr, c'est qu'il ne faut pas faire la MHE en même temps qu'un vaccin FCO. Donc, pour ma part, moi, ce que je vais faire, mais bon, ça c'est pour mon exploitation, je prends la responsabilité pour mon exploitation, c'est que la MHE, pour l'instant, elle est bloquée plus ou moins juste en dessous de Paris, le pente intégrale qui part de la Normandie, Paris, qui traverse la Nièvre et qui va vers le sud-est, comme ça. Et alors, je surveille tant que ça reste là. Moi, je ne vais pas vacciner. Je vaccinerai MHE au printemps avant de remettre les animaux. Ça n'engage que moi, ça. C'est ce que je viens de vous dire. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu avec l'histoire de vaccin. Donc, si vous avez des questions. Si vous avez Oui. des questions, vas-y. Moi, enfin, j'ai pas vacciné. Par contre, pour tous ceux qui sont en bio et qui ont vacciné, vous avez eu des autorisations de vos certificateurs pour utiliser les vaccins? Non, on peut vacciner en bio. Ce n'est pas considéré comme un traitement, Parce que normalement. j'ai eu EcoCert au début, là, au mois de septembre, où on parlait pour la vaccination. EcoCert, même un vaccin, il faut demander une dérogation quand même. Et puis, ils vont être au courant et donner leur aval pour qu'on puisse faire le vaccin. Et sur le vaccin de la FCO, ils m'ont bien dit, on ne donnera pas d'aval écrit, c'est juste un aval oral où on pourra revenir dessus si jamais on voit que ce n'était pas vraiment utile sur votre exploitation. Moi, c'est ce qui m'a. Bon, déjà, après, le vaccin n'était pas homologué chez les caprins, et puis, bon, après, ça a été. Ah oui. Mais j'avoue que ça fait un petit peu peur pour tous ceux qui ont vacciné en bio. Est-ce que Non. leurs En réalité, moi, je les avais. vont Je disais, parce accepter que ça? moi, j'avais ma contrôleuse au téléphone qui m'avait dit qu'on pouvait y aller. Mais c'est vrai que c'est nouveau par téléphone. Par contre, pour les antiparasitaires, ça, j'avais eu EcoCert, mais au siège, quoi, qui m'avait dit, vu que c'était. Bon, je ne sais plus si j'ai encore. Je crois même que j'ai reçu un mail. Que Eh ben, c'était je vous dans le propose but juste. d'une lutte, une maladie bien déterminée. Donc là, ça passait, quoi. Oui. Excuse-moi, Tristan, de te couper. Je vous propose qu'on ait la réponse en direct de notre auditrice de certification Aurore qui lève la main. Du coup, prends la parole Ah, ben, et impeccable. tu peux commenter. Bonjour à tous. Alors juste, je suis là pour mon élevage à la base. Je ne suis pas là pour EcoCert, mais je vais me permettre d'intervenir. Non, dans les faits, donc les vaccins ne sont pas du tout comptabilisés. Et en théorie, avec les problématiques de FCO, il y aura pas de souci sur les histoires de vaccination. Si les vétérinaires ont donné accès au vaccin, il n'y aura pas de souci. Nous-mêmes, auditeurs, le point avait été fait également avec l'INAO pour tout ce qui est antiparasitaire externe, savoir si c'était autorisé ou non en préventif. Ça a été validé par l'INAO. Qu'en gros, il y aurait pas d'objection au fait que ce soit utilisé en préventif afin de limiter la propagation de la maladie parce qu'il y avait un arrêté préfectoral qui préconisait l'utilisation d'un anti-parasitaire, anti-moustique, enfin bref, externe. Donc non, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de souci par rapport à l'utilisation d'un vaccin ou quoi que ce soit. Ça, je peux quasi vous le garantir à 100%, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Si je vous ai rassuré au moins par rapport à ça, ne vous inquiétez pas. On a essayé de traiter ça le plus rapidement au siège. Bon, peut-être que vous avez eu quelqu'un qui n'était pas à l'aise avec le sujet, c'est possible aussi. Mais nous, sur le secteur nord, je ne sais pas si je suis déjà venue chez vous. Enfin bref, j'ai déjà tourné dans les Hauts-de-France et en fait, on est plusieurs auditeurs. On a validé avec le siège sur toute la France en fait. Là, les pratiques que je vous dis, ça a été validé pour toute la France, donc tous les types d'FCO. Voilà.
Ok, d'accord. Bah, c'est vrai que moi, c'était au tout début aussi que je commençais à m'inquiéter. C'est au mois d'août qu'on a commencé à avoir Ouais. les résultats du GTS. Donc, du coup, c'est vrai que toutes les réunions n'étaient peut-être pas faites non plus. Non, Et non, non. Nous, on a validé ça en toute franchise aux alentours du 15 août. Alors peut-être qu'au tout début, si vous avez appelé avant, ouais, voilà. Si vous avez appelé avant, peut-être que c'était pas encore validé, mais juste en aparté, on a été embêtés pendant mes congés. Quand je suis revenue le lundi des congés, j'ai appelé mon siège, j'ai dit il faut qu'on se mette raccord sur les pratiques sur le terrain, quoi. Donc ça a été validé aux alentours du 15 août. Donc, si vous avez appelé avant, vous avez peut-être pas, c'était pas encore tout à fait validé. ok, Voilà, d'accord. Bah, merci beaucoup pour votre réponse. pas de souci. La seule chose qui est vraie, c'est que les vaccins ne sont reconnus que pour les bovins et les ovins. Donc, en caprin, pour l'instant, on n'a pas de vaccin. Mais ça, on va pas. Enfin, ça, nous, ce qui a été validé, c'est qu'à partir du moment où le vétérinaire a prescrit des vaccins, même s'il n'a pas l'habilitation chèvre, en fait, c'est le vétérinaire qui en a pris la responsabilité. En fait, nous, on Ok, n'est pas ça va. capable de juger en fait en toute franchise. Il y avait une question aussi, il y avait eu le sujet pour les alpagas, vous savez, enfin, il y avait aucun, sur le même principe, il n'y avait pas de vaccin autorisé pour les alpagas, mais dans les faits, c'était sur le même principe. C'est que ça, pour nous, c'est de la responsabilité du vétérinaire en fait. Et on n'est pas capable de juger. Si le vétérinaire a jugé que ce vaccin pouvait être utilisé sur des chèvres, on remettra pas en cause, quoi. Ok, ça va, merci. Si vous avez d'autres questions à Tristan, c'est le moment. Sinon, on va passer aux aides. Il y a des questions dans le chat, notamment le coût du vaccin MHE. Si tu sais répondre, Alors, Tristan. je vais donner un ordre de grandeur. En réalité, on est en train de regarder pour en commander pour nos clients et justement, on n'a pas encore le tarif. On a, dans ma tête, l'ordre de grandeur, ça serait 10 euros la dose. Mais c'est mon associé qui est en train de s'en occuper. À la limite, je vais lui envoyer un message et puis dès que s'il a l'info, je vous la transmets pendant la visio. Mais pour moi, il m'avait annoncé plus ou moins 10 euros la dose, mais il devait avoir confirmation. Je vais lui envoyer un message voir s'il a la confirmation. Si jamais on a l'info après, c'est pas grave, on la remettra dans le compte rendu. Ça va. On passe peut-être aux aides du coup, si plus d'autres questions. Ouais, sachant qu'on aura encore un moment après pour répondre s'il y a encore des questions, hein. Ouais. Cécile, c'est toi qui reprends la main? Ouais, ça roule. Alors, du coup, juste, je vois pas le diapo. Je sais pas si tout le monde. Nickel, super. Donc, pour les aides, faut savoir que en ce moment, au niveau national, c'est pas encore décidé. Il n'y a rien d'officiel. Il y aurait potentiellement, mais c'est pas encore voilà, finalisé, un plan d'aide de 75 millions d'euros qui sera mis en place, mais il est encore en pourparlers. Il n'y a rien de terminé là-dessus. Et, euh, et voilà. Donc, il y aura des aides au niveau national. En fait, c'est directement en lien avec ce qui est marqué en dessous, c'est-à-dire on vous encourage, les vétérinaires, etc., tout le monde encourage à déclarer les avortements et en général tous les symptômes observés dans les fermes, parce que plus il y aura de déclarations des impacts observés et réels sur le terrain, plus il y a d'arguments aussi pour demander des aides en fonction. Parce que s'il y a des élevages qui ont un taux d'avortement ou en tout cas d'infertilité de 20, 40, 50, 60%, c'est colossal les impacts à long terme
qui aujourd'hui ne sont pas chiffrables parce que ça touche tous les aspects de la ferme. Voilà, donc les 75 millions pourront être variables aussi en lien avec ça. Comme l'a dit Tristan, donc les vaccins sont totalement pris en charge et c'est surtout dans les zones foyers, d'où l'intérêt aussi de se déclarer. C'est jusqu'à 150 km autour des zones foyers déclarées par le GDS, etc. Voilà, donc les analyses sanguines, les tests PCR, tout ça sont pris en charge, ainsi que les vaccinations. Ça, dans le nord, du coup, pour la FCO 3. Par contre, c'est pas encore le cas pour la FCO 8. Si je me trompe pas et si j'ai bien compris. Tristan, si je me trompe, n'hésite pas à corriger. Mais voilà, comme il disait, MHE, FCO 8, c'est pas encore pris en charge pour le nord parce qu'on n'est pas encore touché. Voilà. Et après, du coup, Tristan a expliqué le système de vaccins pris en charge, disponible offert, pardon, pris en charge par l'État. Et du coup, effectivement, s'il y a incitation à vacciner, n'hésitez pas à le faire assez rapidement parce qu'il y a un nombre assez limité de vaccins. Il y a un des 2 vaccins qui n'est plus disponible et peut-être qu'à terme, le deuxième ne le sera plus non plus. Donc, tant que c'est disponible, ceux qui souhaitent se vacciner, n'hésitez pas à le faire. Voilà pour les aides nationales. Oui, et juste, pardon, il y a le site du CINEL, en fait. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce site. Pour déclarer un avortement, n'hésitez pas, peut-être si vous ne connaissez pas, ou peut-être Tristan, tu pourras repréciser ça après. C'est une manip manuelle à faire. C'est-à-dire que parfois, on trouve pas, on ne sait pas où déclarer les avortements. Donc, il faut le faire sur ce site-là, qui est en fait ce qui recense ça et qui l'amène auprès de l'État. Et puis, il faut aussi le faire auprès du vétérinaire qui lui-même remonte sur les chiffres au niveau national. Voilà. Et donc, ensuite, au niveau régional, donc il faut savoir que là, dans le Nord, dans les Hauts-de-France, pardon, il y a donc des aides qui ont été mises en place, à la fois un dispositif d'aide de prise en charge des frais financiers pour les réaménagements des encours financiers. Donc, globalement, donc ça, c'est la partie de gauche. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une prise en charge à 50% des encours financiers à compter du 1er août 2024. Donc, il y a le petit détail en dessous, donc les frais financiers liés à la garantie, les relais court terme de trésorerie, la restructuration, consolidation de dettes, modulation, pose de crédit, gel de crédit, etc. Avec un plafond à 5 000 euros. Et ensuite, le petit encadré précise qu'il y a un plafond donc, de 20 000 euros sur 3 ans. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir pour l'aspect frais financiers, etc. Ensuite, pour les tests de fertilité, il y a aussi une prise en charge régionale en complément. Donc, elle est prise en charge à hauteur de 70%, avec un plafond à 35 euros par test pour les ovins, 150 euros par test pour les bovins. Voilà, à compter du 1er août 2024. Donc, pour les démarches, vous avez toutes les indications en dessous. Voilà, les dossiers sont traités au fil de l'eau avec une date limite au 15 octobre 2025. Voilà, et si vous cliquez sur le petit truc en bleu, vous avez accès directement au formulaire avec le contact de la personne si besoin. Voilà pour les aides régionales. C'est tout pour moi. Donc, je pense que là, on peut laisser un temps d'échange. Il reste à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour toutes les questions. Je dois juste spécifier tout à l'heure pour les analyses FCO, donc c'est pris en charge par l'État. Alors, les laboratoires, ce qu'ils font, quand on aura des prises de sang, suspicion FCO, ils vont d'abord faire la recherche FCO, voir si c'est positif ou négatif, et seulement après, ils recherchent le sérotype. Donc, que ce soit le 3, le 4 ou le 8, c'est pris en charge. Et la même chose, si nous, vétérinaires, on a une suspicion de MHE, on peut faire des prises de sang et les analyses sont prises en charge aussi par l'État. Ça, il y a aucun souci. Et concernant les avortements, de toute façon, légalement, tout avortement doit être déclaré et l'animal doit avoir une prise de sang pour recherche de brucellose. Donc, vos avortements, téléphonez à votre vétérinaire et il passera à faire les prélèvements et la visite, prise de sang et l'analyse brucellose, c'est pris en charge également par l'État. Donc, vous, ça ne vous coûte rien.
Alors, il y a une question dans le... Il y a une question dans le chat. À partir de quand est-on déclaré foyer FCO? Personnellement, je ne pensais pas être touchée, en tout cas pas de cas Alors, vraiment je vais visible. la lire, la question. Ah, Vas-y. parfait. J'ai un problème d'internet. Euh, Vas-y, Lucille. ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc la question, Lucie, du coup, à partir de quand est-on déclaré foyer FCO? Personnellement, je ne pensais pas être touchée, en tout cas pas de cas vraiment visibles, mais suite à un PCR sur 5 génisses qui devrait partir en Bretagne, l'une des 5 a répondu positif sans aucun symptôme. Je ne veux pas vacciner, mais je me demande s'il ne faudrait pas faire des PCR sur certaines vaches laitières. Tristan, est-ce que tu peux rapporter une réponse à cette question? Donc, il y a eu des PCR positifs sur des genisses, sur une genisse. C'est ça. Du coup, oui, des PCR positifs sur 5 génisses. Ouais. Ouais. Euh, ouais. Moi, c'est mon troupeau, je vaccine pour me protéger parce que j'ai tellement vu les pertes qu'il y a eu dans certains troupeaux que même sans chercher plus loin, s'il y a une genisse qui est sortie positive, ça veut dire qu'il y a de FCO dans les environs de l'exploitation, hein. Donc, ça sera peut-être une genisse maintenant. Si les températures restent douces comme ça et que l'hélicoïde continue à se développer, peut-être en 15 jours, 3 semaines, on pourrait refaire des prises de sang et il y aura un taux plus important de positif. Moi, je vaccinerai. Et alors, pour répondre à la question, pour être officiellement foyer, il faut donc PCR positif plus symptômes. Ça, c'est la définition du foyer au niveau DGAL. Donc, à la limite, une exploitation qui a que du PCR positif, mais auquel il n'y a aucun symptôme, ne sera pas nécessairement considérée comme foyer. Astrid souhaite poser une question. Oui, bonjour. Moi, voilà, je me situe en Belgique, donc j'ai profité de cette réunion pour un peu faire une mise au point sur votre cas en France. Mais voilà, en fait, moi, pareil, je dois commercialiser un taureau qui a été testé positif avec son PCR. Mais nous, en tout cas en Belgique, à partir de janvier 2025, toutes les vaccinations seront obligatoires. Donc, j'aurais aimé savoir si mes animaux sont positifs, s'il y a un moment propice pour vacciner ou non, si est-ce que mon troupeau va pas être en danger en cas d'effet secondaire. Je m'interroge un petit peu. Et aussi, je veux rebondir sur ce que vous venez de dire parce que moi, en fait, le test PCR, c'était sur un animal asymptomatique, mais j'ai quand même été considérée en tant que foyer FCO. Mais est-ce que c'est différent au niveau de la Belgique? Je ne sais pas. Ça, chaque pays a sa législation, hein. Oui, oui, oui. Donc, je ne sais pas l'inspection en Belgique, comment elle fonctionne. Nous, c'est la définition que les DDPP ADGL nous ont donnée au début. Oui, Donc, oui, ça me paraît plus plausible. alors après, vacciner, bon, si vous avez des bêtes positifs, nous, on a Oui, vacciné les troupeaux complets avec des animaux positifs tant que les animaux ne sont pas fort abattus avec des hyperthermies, avec des énormes symptômes. On a vacciné, hein. On n'a pas eu d'accord. nécessairement d'effets secondaires à ce niveau-là. Ok, ok, ça va. Ce- Non, Donc la vaccination va être obligatoire en Belgique à partir du 1er janvier oui, c'est ça. C'est ça. et, À partir de janvier. réalisé. Et ça sera réalisé en même temps que les prophylaxies ou réalisé par l'éleveur. Comment ça fonctionne? Ça, ce sera plus dans Et- un cadre de prophylaxie. Mais si vous voulez, j'ai envoyé un mail à Lucille parce qu'il y a une réunion qui est organisée à Caen la semaine prochaine, justement pour se mettre un petit peu au courant de ce qui se passe ici chez vos voisins belges. Mais voilà, donc s'il y a des éleveurs qui sont intéressés, Lucille est au courant de cette et réunion. elle se fait où la réunion? Hein? À Caen,
Euh, Côté de Tournai. voilà, Oui, pardon. ok. Mhm. Ok, bah du coup, merci pour votre réponse et je vais, Je sais à pas, mon je avis, sais pas, Astrid, je sais pas, Astrid, si on a répondu au cas de ton taureau, du coup. oui, parce que ma grande question, c'est plutôt par rapport au délai de vente, de vaccination, de si je dois refaire des tests PCR. Enfin, je ne sais pas trop comment procéder pour propager le moins possible cette maladie. Alors, alors, d'un point de vue légal, je veux dire, c'est d'un complexe, rien que déjà nous en France, pour comprendre pour les mouvements des bovins, c'est pas facile. Et alors, il y a des Mhm. accords entre les pays en fonction des maladies. Donc, l'idéal d'un point de vue déjà réglementaire, c'est de vous rapprocher de l'instruction ou l'AFSCA. Je ne sais pas qui est-ce qui gère ça en Belgique. C'est C'est plutôt l'AFSCA, l'ARCIA. hein. Oui, Ouais. voilà. Quoi, l'ARCIA vous fait les analyses et l'AFSCA qui va faire tout ce qui est certificat trace. Mais Voilà, c'est le ça. taureau, c'est pour exporter vers la France ou en interne ou Euh, en Belgique? non, non, on ne peut plus exporter en France depuis octobre 2023, du bétail vivant en tout cas. Mais non, ce Ah, serait pour vendre. je crois que ça a été levé, ça, vu que nous, on est devenu positif aussi FCO3, Ah, je crois qu'ils d'accord. ont. Ah, bonne nouvelle. Je crois, je ne suis pas certifié, mais, mais oui, ça bouge tout le temps, hein. Ça arrête pas de Oui, bouger, hein, du oui, coup. oui. Mais ça me fendait un peu Euh, le cœur parce que j'avais des clients en moins. Mais en fait, dans ce cas-là, ce serait pour partir dans la Belgique toujours. Mais ouais. voilà, c'était ma question. Alors, l'idéal, c'est, moi, je ne connais pas les vaccins qui sont utilisés en Belgique parce que ce pas nécessairement les Mhm. mêmes qu'en France. Ce serait déjà de vacciner avec un vaccin qui bloque la virémie, donc, comme j'expliquais tout à l'heure, donc qui empêche le Ok. virus de se développer. Donc déjà, en vaccinant avec ce type de vaccin, on va éviter que l'animal se recontamine et que le virus ne se redéveloppe. Généralement, nous, sur la France, on nous avait dit une fois qu'on avait un animal positif PCR, d'attendre 2 mois avant de refaire une PCR pour voir s'il était redevenu négatif, quoi. Ok. Alors, le souci, c'est que les analyses PCR sont tellement sensibles qu'on va retrouver même des faibles traces de virus, alors que l'animal n'est plus vraiment ce qu'on appelle en virémie, en développant de la maladie. Mais s'il reste encore quelques traces de virus, ils vont détecter. C'est pour ça qu'il faut attendre. Il nous disait 2 mois. Mais le souci, c'est que vu que la maladie vient d'arriver, on navigue un peu à vue, hein. Les laboratoires, c'est des trucs qu'ils nous disent, mais même eux, ils nous ont dit, on verra au fil de l'eau ce que ça va donner. Et ça tombe, au bout d'un mois, ça pourrait suffire. Là, on a mis 2 mois, ou il faudra peut-être 3 mois. Je ne peux pas vous certifier ça. D'accord, mais merci beaucoup pour vos réponses en tout cas. Ah, et j'ai reçu la réponse, oui, pour le vaccin MHE. Ça serait 13 euros hors taxe pour le protocole complet, donc pour les 2 doses. Ok, bon, et ben si on va attendre une minute ou deux si quelqu'un veut se lancer pour une autre question, mais sinon on va s'arrêter Ouais, là. n'hésitez pas, hein. On est là pour ça. Cécile, ouais. Et du coup, le dossier, si on est foyer reconnu, parce que j'ai mon mari qui est agriculteur bovin et j'avoue que ça fait deux tests qui fait 2 tests qui reviennent positifs, donc il est considéré comme foyer. Il faut remplir autre chose, il faut faire une demande quelque part parce que bon, les vétos, ils n'ont rien dit de plus, quoi. Non. Si vous voulez, quand nous, on fait les analyses de prise de sang, on prévient la DDPP. Donc, on a fait un test, par exemple, chez vous. Ça part au laboratoire, les résultats remontent à la DDPP. Et donc, vous êtes comptabilisé automatiquement comme foyer. Vous n'avez pas de déclaration à faire de votre côté pour me tracasser. Je ne sais pas dans quel département vous êtes. On est dans le 62. Ah oui, 62, je ne sais pas comment ça fonctionne.
Je sais bien que dans l'Aisne et dans le Nord, automatiquement, dès qu'on était déclaré foyer, ils envoyaient un mail avec une petite feuille disant, vous savez, vous êtes déclaré foyer, ils préconisaient quelques mesures, quoi. Et donc, on était informé qu'on était déclaré comme foyer. Mais dans le Pas-de-Calais, je ne saurais pas vous dire. Je crois que c'est pareil. Parce que Après, il là, nous, faut on se a dire encore. que, ouais, si vous avez rien reçu, c'est ce que j'allais dire, il y a tellement de foyers qui se déclarent que je ne sais pas s'ils le font encore systématiquement, parce qu'à un moment donné, ils étaient complètement débordés. Ça, j'ai assisté à des réunions avec eux, et c'était un peu la panique à bord, hein, parce que ça arrivait de partout, et ils avaient du mal à suivre le rythme. Donc, je ne sais pas s'ils le font encore. Mais de toute façon, apparemment, vous avez un résultat positif que le vétérinaire a déclaré qu'il y a eu des symptômes, prélèvement. Donc, comment? Vous serez déclaré comme foyer, hein, automatiquement. Et donc, pour les aides, il faut attendre un dossier ou il faut le demander, ce dossier? Comment ça se passe? Parce qu'après, moi, au niveau des caprins, bah, de toute manière, les aides, j'aurais rien puisque j'ai dépassé les aides minimales déjà. Donc, je m'attends à rien du tout. Et bon, moi, pour l'instant, j'ai pas de cas, donc il est hors de question de demander quelque chose. Et au niveau de l'exploitation de mon mari, effectivement, s'il y a quelque chose à demander, je ne sais pas où les demander, comment les demander, et si ça va se faire automatiquement ou pas. Pour les aides, du coup, enfin, je me permets de répondre, mais Tristan, tu pourras peut-être répondre aussi. Au niveau régional, c'est à vous de faire la démarche de demande d'aide. Au niveau national, il n'y a encore rien de fait pour l'instant. Le tout, c'est déjà que les personnes soient reconnues foyer pour accéder aux aides ensuite. Mais pour l'instant, il n'y a rien de déterminé. Et du coup, l'aide régionale, c'est sur la plateforme, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette plateforme. Ouais, dans le En fait, diaporama, en fait, pardon, vas-y, Lucille. en fait, je vais remettre le lien dans le chat du guide des aides que ma collègue Camille a remis à jour. Et comme ça, vous pourrez cliquer directement dessus. Vous avez toutes les infos et vous avez des liens cliquables dans le PDF qu'elle a produit. Comme ça, t'as pas du tout besoin de te prendre la tête, Gladys. Tout est écrit dessus. Ok, d'accord. Bah, merci beaucoup, Lucie. De rien. Sophie, je vois que tu lèves la main. N'hésite pas à intervenir. Alors, je vais intervenir pour l'exploitation à la maison. C'est par rapport justement à ce courrier. Aujourd'hui, donc, j'ai des prises de sang positives, j'ai des cas avérés. Enfin, j'ai eu des cas avérés. Par contre, j'ai jamais eu de courrier comme quoi j'étais déclarée foyer, quoi. Ouais. Et Mais enfin, je sais pas, j'ai pas entendu parler de ces courriers-là en élevage, en fait. si moi, je l'ai reçu, hein, pour mon exploitation, mais je te dis, je suis pas sûr qu'ils le font encore, hein. C'était au début de la crise qu'ils sont mis ça en route. Bah ouais, Moi, je enfin, l'ai j'étais reçu. déclarée au mois d'août, donc je crois que j'étais au début, quoi. Ah ouais, ouais, donc normalement, c'est au début, oui. Dans notre secteur, on était touché de bonne heure, là. Mais ouais, donc ça, je ne saurais pas dire. Je C'est vois des qu'il y DPP a, qu'on voit. il y a Julien autour de la visio et tout ça. Est-ce que, je sais pas, j'ai jamais. Julien, t'as eu des courriers ou. Non, j'ai rien eu non plus. Et pourtant, t'as la même chose, quoi. T'es Non, moi, positif et. au 15 août, c'était fait, j'avais fait les prises de sang et j'ai rien eu. Ce qu'il faut. Donc, ça veut dire quoi que potentiellement, il faut se rapprocher du GDS et. Ouais, c'est pas vraiment un GDS, c'est un DDPP qui gère cette notion de foyer. Pour Mm. moi, normalement, il y a pas de souci, hein. Vous êtes déclaré comme foyer auprès de la DDPP. Parce que de toute façon, c'est nous, vétérinaires, on doit prévenir la DDPP qu'on a fait un prélèvement. Parce que de toute façon, c'est la DDPP qui va nous payer cette visite et les prises de sang. Donc, si votre vétérinaire ne vous a pas déclaré le prélèvement, il ne sera pas payé. À mon avis, il l'a fait, hein. Il a dû Bah, le déclarer, oui, donc surtout. Bah, automatiquement, puis on a eu le retour des prises de sang, par contre. du On a laboratoire. du laboratoire, ouais. Sans la Oui, facture. et le laboratoire envoie une copie des résultats à la DDPP. Hum, ok. De toute façon, moi, j'ai pas reçu la facture, donc c'est que le vétérinaire, Ouais, il c'est l'a fait. ça. Hum, T'as pas de Oui, oui, facture. donc c'est bien remonté à la DDPP. Ouais, si, si.
Ok. Si ça peut vous aider, on peut peut-être essayer de contacter la DDPP et voir avec eux où ça en est au niveau des démarches et vous remettre ça dans le compte rendu. On peut essayer. Je ne sais pas comment on pourrait faire parce que si tout le monde leur téléphone pour savoir si on a déclaré foyer, ils vont vite envoyer promener tout le monde. Donc, je ne vois pas comment. Enfin, pour moi, il n'y a pas de souci, hein, ça se fait automatiquement. Mais, Et Mais après, sinon, en effet, on fait un mail au nom de Bio de France et on vous met le retour à tous. Vu qu'on a les contacts de la DTPP, on fait ça sur tous les départements, on les met tous en copie, on pose la question et ils vont nous répondre pour tous les départements, du coup, que ce soit l'Oise, l'Aisne, la Somme, le Nord ou le Pas-de-Calais, hein. On peut faire ça, comme ça on n'est pas 15 000 à leur envoyer le message. une dernière Du question. coup, ouais, vas-y Lucie. Vas-y Laurent, excuse-moi. Non, non. Est-ce on ne peut rien faire en alternative pour compenser les effets ou prévenir, à part renforcer l'immunité, d'après ce que Lucie a compris. Tristan, non, j'ai une coupure au début de la phrase. Donc, si tu peux reprendre. à ton avis, on ne peut rien faire du coup en traitement alternatif pour compenser les effets ou prévenir. Ça coupe. C'est Ah ouais, mais pour, vas-y Lucie, parle pour moi. Du coup, en fait, Lucie posait la question de savoir si est-ce qu'on peut faire des traitements dits alternatifs pour compenser du coup les effets ou prévenir de la FCO, ouais, mis on à peut part aider à. renforcer l'immunité. Oui, oui, si, si. Puis il y a certaines huiles essentielles qui peuvent aider à renforcer le système immunitaire, donner de l'argile aux animaux hein, à disposition, puis s'en prendre. Ça va aider. Par exemple, quand je parle d'huile essentielle, vous avez de l'huile thym vulgaire à tujanol, hein. Ça marche pas mal. Enfin, vous mettre sur des plaquettes en informationnel à disposition du troupeau. Et ça booste bien le système immunitaire. Après, je sais qu'en sciences pratiques en acupuncture, il y a façon, il y a moyen de faire aussi. Donc, si, il faut pas hésiter à utiliser si vous utilisez des médecines complémentaires, de les utiliser, hein. Ça, oui. En fait, le but, c'est pas là, puisque la maladie, on ne pourra pas la soigner en curatif, le but, c'est juste d'amoindrir les symptômes, en fait, c'est tout, si je comprends bien. Oui, c'est aider les animaux à surmonter la crise, hein. Après, après comment je dis, une fois qu'ils sont en hyperthermie, ou qui ont des symptômes, etc., là, on les traite comme on traiterait une autre maladie avec de la température, hein. Tu vois, en huile essentielle, tu remettrais l'eucalyptus citronné sur le garrot. S'il y a des boiteries, ben, t'es parti traiter tes boiteries, etc. Donc, on peut quand même mettre en place des traitements. Mais je veux dire, on n'aura pas l'effet curatif comme on pourrait avoir sur une maladie bactérienne assez facilement. Mais c'est sûr qu'il faut aider les animaux. En conventionnel, on utilise tout simplement des anti-inflammatoires. Et du coup, est-ce que Tristan, sur les symptômes là qu'on rencontre le plus, est-ce que tu peux éventuellement faire un petit lien avec quelle huile essentielle tu utiliserais pour quels symptômes? Vaste sujet. Euh, ben déjà, sel de base, je dis, c'est l'eucalyptus citronné sur le garrot à partir du moment où il y a de la température, ça c'est incontournable. Et une fois que tu as des plus vieux sujets qui sont beaucoup plus secoués, mettre du géranium bourbon au niveau de l'ombilic hein, pour rebooster la rate. Après, à partir du moment où tu as des montées cellulaires ou même des mammites, là tu repars dans tout le traitement classique mammite, hein. C'est pas parce que c'est un FF cataracte que c'est complètement différent, hein. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Euh,
tout ce qui est lésions au niveau les croûtes, etc., au niveau du nez, on peut mettre voilà, euh, soit de lavande, soit de l'hélicryse hein, pour aider à cicatriser un peu plus vite. Hein. Voilà, tout réfléchi. D'accord, dans tous les autres symptômes. Bon, ben, en gros, c'est beaucoup, on va beaucoup travailler l'eucalyptus, géranium, et je dis mettre du thym tujanol au niveau de plaquettes, par exemple dans les aires d'attente des salles de traite pour booster leur système immunitaire, hein, les aider à sortir de là. Après, tout ce qui est avortement et tout, là, j'ai pas beaucoup de solutions. Après, c'est gérer avec les huiles tout ce qui est conséquences en métrite, non-retour en chaleur, avec le palmarosa pour les métrites, etc. Ouais. Julien? Ouais, moi j'ai une question justement par rapport aux moucherons. Cet hiver, s'il fait très froid, il hiberne, il meurt. Comment, par rapport à l'année prochaine aussi, le printemps, comment que ça peut se passer? Est-ce qu'il faut aussi anticiper quelque chose? C'est- Malheureusement, ils vont pas tous disparaître s'ils gèlent. Ouais, ce serait cool. Ça serait trop bien. Non, la seule chose, c'est qu'à partir du moment où il va faire froid, ils vont pratiquement plus se développer, se multiplier. Donc, il y en a plein qui vont mourir, mais tu en auras toujours de base. Et au printemps, dès que la température va remonter, ça va redémarrer. Donc, au début, ils seront peu nombreux. Donc, tu auras peu de risque de redévelopper la maladie. Mais au fur et à mesure que le beau temps va s'installer et que les mois chauds vont s'enchaîner, eh ben, c'est multiplication exponentielle. Hein. Donc, tu en auras de plus en plus, avec de plus en plus de risques d'avoir des moucherons porteurs de la maladie. Non, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce qu'ils gèlent qu'ils disparaissent complètement. Donc c'est un truc que tous les ans, il va falloir s'habituer à avoir maintenant. Alors, oui. Disons, en 2007, quand on avait eu la première vague FCO, là, la vaccination avait été obligatoire, on avait tout vacciné à ce temps-là pendant 2 ans ou 3 ans, je me souviens plus, systématiquement les troupeaux. Et là, on avait bien fait baisser le niveau. Donc, c'est vrai que du 4 et du 8, bon, on n'en a plus par ici. Hein. Moi, j'en ai plus vu depuis un moment. Puis ici, c'est revenu. Alors, la seule chose, c'est qu'à ce temps-là, c'était un vaccin qui bloquait la virémie, contrairement au vaccin qu'on a actuel qui n'empêche pas le virus de se développer. Ça, c'est une première chose. Alors ici, moi, je crois fort, notamment le fait que si le virus reste dans la région, au fil du temps, tu as comme une immunité naturelle qui va s'installer au niveau des animaux et ils vont pouvoir comment, arriver un peu à gérer ça, notamment quand on a vu l'épidémie de Schmallenberg, c'est la même chose. De temps en temps, on a encore un Schmallenberg qui ressort, mais ça devient rare, alors qu'au début, on en avait un peu partout. Donc ici, je suppose qu'on aura le même phénomène. Bon, c'est de l'anticipation que je fais, donc, mais je suppose. Le souci, c'est que dans la présentation, au début, vous avez vu, il y a plein d'autres sérotypes. Donc ici, on est confronté aux trois, nous, on a eu le 4 et le 8. Donc on a le 1 qui est apparu en Espagne, on a le sérotype 12 qu'on vient de trouver la semaine dernière en Hollande. Donc à chaque fois, ça va être des nouveaux sérotypes qui vont arriver. Donc, on risque d'être embêté pendant quelques années, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas trop dans quel sens ça va aller. Je suis pas assez malin pour l'instant. Et l'immunité, du Mais, coup, la vache, mais Pardon? l'immunité, est-ce que la vache le transmet à son veau par le stéréotype, justement? Est-ce que elle transmet une Alors, immunité du stéréotype? par colostral, ça c'est la bonne question. Normalement, oui, mais je ne peux pas encore te le certifier, parce que je n'ai pas encore vu d'écrit scientifique là-dessus, mais normalement, oui. Bon, mais après, l'immunité colostrale, c'est que 3 mois, quoi. Donc, il faut que le système immunitaire du veau prenne le relais derrière. Hein. Parce que tu n'as aucune immunité qui passe par le barrière placentaire. C'est pour ça qu'il faut absolument donner le colostrum au veau à la naissance pour qu'il prenne les anticorps venant de la mère via le colostrum. La seule chose que je suis sûr, c'est que le virus passe bien à la barrière placentaire et que tu as les veaux qui naissent porteurs séropositifs, quoi.
Mais c'est sûr que l'été prochain, il faut l'anticiper, hein. Ça, on en aura encore, ça c'est sûr. Donc, vacciner au moins les gens qui n'ont pas fait FCO3, voir ceux qui ont vacciné ici cet été, refaire un rappel au printemps avant de mettre les bêtes en pâture pour être tranquille pour la saison. Et si la MHE continue à évoluer, au moins vacciner contre la MHE aussi. Je sais, ça fait beaucoup de piqûres, toujours être avec sa seringue, ce qui n'est pas très agréable. Mais le gros souci, c'est que pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'autres solutions. Euh, Tristan, il y a une autre question dans le chat. Donc, existe-t-il un vaccin contre ces nouveaux variants, le 1 qui est en Espagne et le 12 des Pays-Bas? À ma connaissance, non. Perso, le 12, c'est la première fois que j'en entends parler. C'est sorti la semaine dernière. Et le 1, c'est il y a 3 semaines, je crois. Donc, en France, en tout cas, il n'y a pas de vaccin contre ces sérotypes-là. Alors, le rêve, ce serait qu'on ait un vaccin avec tous les sérotypes dedans. Et ça, on n'est pas près de l'avoir. Un peu comme on a pour l'entérotoxémie et contre les clostridies. Il y a différents types de clostridies et il y a des vaccins qui ont plusieurs familles de clostridies dedans. Donc, ça serait bien qu'à terme, on puisse avoir ce type de vaccin en FCO. Mais c'est beaucoup trop tôt, quoi. Ici, les laboratoires, c'est déjà bien qu'ils nous sortent en vitesse des vaccins contre les sérotypes auxquels on est confronté. Mais un vaccin polyvalent, c'est pas du tout à l'heure du jour pour l'instant. Ok, oui, après, ils sont assez récents, ils sont assez récents. Ouais, Cécile, tu lèves la main. Oui, c'était juste aussi en complément, pareil, de ce qui avait été dit hier avec les vétérinaires. Il y avait deux vétérinaires sur place. En gros, en dessous de 12 degrés, le virus ne se multiplie plus dans le culicoïde. Donc en dessous de 12 degrés, normalement, enfin, il y a toujours des piqûres, mais le virus se multiplie pas. Le culicoïde, après, il est en diapause. Et sinon, par contre, effectivement, les, les- le- au printemps, en fait, il risque d'y avoir, quand les températures vont remonter, il risque d'y avoir une recrudescence en fait des trois sérotypes, enfin, et de la MH, enfin de toutes les maladies, quoi. Donc, du coup, effectivement, les vétérinaires hier encourageaient vraiment à vacciner pour prévenir en fait tout ce moment-là qui risque d'être compliqué. Voilà. Sachant qu'effectivement, si on prend un petit peu de recul, toutes les épidémies sont naturelles. Ça se retrouve aussi chez les oiseaux, enfin dans toute la faune sauvage. Il y a toujours des périodes d'épidémie, mais le fait est que là, voilà, enfin, donc forcément, il y aurait effectivement une immunité naturelle à long terme, mais à court terme, ça peut être très gênant, quoi. La différence, c'est que dans la nature, il n'y a pas d'impact économique comme nous, on le ressent au niveau des élevages. C'est ça Exactement, ouais. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va se laisser encore 2 minutes si jamais il y a des questions. N'hésitez pas à utiliser le chat si vous ne pouvez pas parler. Il y a une question qui arrive sur le chat là. Ok. Bah écoutez, il n'y a pas plus de questions. Je vous remercie d'avoir participé à la vidéo. Elle a été enregistrée pour que on puisse la partager aux collègues qui n'ont pas pu être disponibles. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas
à nous les reposer après par mail. Enfin, on reste disponible à l'écoute. En tout cas, n'hésitez pas. Et je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous remercie encore d'avoir participé et j'espère que tout ira bien. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au Au revoir. revoir. Tristan, reste en ligne, s'il te plaît. Oui, oui, douté. Bon, je vais arrêter la vidéo.